vidéo ñun dañoo dóoraat. dama baal jënd ma café ci EDK bi rek s'il te plaît. dama baal nga jënd ma café ci EDK. Tu peux m'acheter un café à EDK, la boutique qui est derrière là. Prends après, je te paye en partant. Je ne sais pas où je pars. Comment? C'est quel genre de café? Un café noir. Café noir, c'est Tu vois? J'approche. Tu vois? C'est bon? Dans quelques secondes, on va démarrer avec le droit du transport. N'est-ce pas, Drake? Oui, évidemment. Monsieur, d'accord, on va y aller. Ouais, ça faut, on va y aller. Pas de problème. Partagez en masse. Oui, partagez le live et bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue sur Marketing TV Monde. Maximum de partage, s'il vous plaît. Maximum de partage. Monsieur Kane, partagez. Merci, Monsieur Monsieur Mohamed Lamine Dao. Tout à fait. Dans quelques secondes, les amis. Inch'Allah. Voilà, pour changer un peu le décor là, c'est. Est-ce que vous nous recevez correctement? Prof, vérifie si c'est bon. Oui, c'est bon. C'est revenu? C'est bon. Il faut qu'on ait les yeux sur les téléphones pour éviter que ça se regarde. Ok, d'accord. Non, peut-être on va couper le son, quoi. On va juste regarder les yeux.
C'est bon, pour commencer. C'est bon. Bien. Bon, nous partageons. Facebook. Dans un moment, les amis, merci M. Khan d'être là. We can start. Bonsoir chers internautes, bonsoir amis marketeurs, amis transporteurs, amis logisticiens. De retour sur Marketing TV Monde pour le second grand débat. Cette fois-ci pas du marketing mais du transport et nous allons parler aujourd'hui de droit des transports. Vous avez suivi certainement M. Mokhtar Thiam qui vous a parlé des régimes douaniers et M. Mardio qui nous avait fait une excellente émission sur le droit du transport. Ces deux disciplines, à savoir le droit des transports et les régimes douaniers, sont des disciplines purement juridiques, c'est-à-dire qui viennent de la source de droit. D'une manière générale, on peut définir le droit comme étant une science dont l'objet est de réglementer le comportement des individus dans la société en leur indiquant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, autrement dit en fixant dans leurs relations les droits et obligations. Pour parler de droit, j'ai invité deux spécialistes du droit des transports. À ma droite, vous le connaissez, c'est le responsable marketing de Marketing TV Monde, M. Khalifa Dramé. Khalifa, bonsoir. Bonsoir, Laïbobasek. Après plus d'un an, ah oui, on se retrouve sur le plateau de Marketing TV Monde. Depuis notre émission de fausse sur le transport maritime. C'est cela. Donc bonsoir chers amis, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent sur Marketing TV Monde. Bonsoir à mon ami, collègue et frère, M. Mardio, notre éminent juriste. Bonsoir. Notre éminent juriste. Donc bonsoir à tout le monde, on se revoit une fois de plus. Et désolé pour cette longue absence due à des obligations professionnelles. Oui. En ce moment-là, comme vous le savez tous, vous étudiants professionnels, on est un peu trop pris par les cours en ligne. Oui. Donc, vu qu'avec le Covid-19, c'est une alternative, donc voilà, nous nous en excusons. Donc, nous revoilà pour un grand débat portant sur le droit des transports.
Donc bonsoir chers followers, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis Dakar, depuis Touba, depuis Thiès, depuis Saint-Louis, la ville natale de M. Diomar. Ça c'est pour me faire plaisir. Depuis Touba, la ville sainte, le fief d'Abdoulaye Baba Seck. Bonsoir à Madame Seck et à Madame Diop aussi. Bonsoir à Madame Dramé. Ça me fait plaisir. Bonsoir à tous les étudiants de toutes les écoles qui nous regardent. Bonsoir au groupe ISM, à Afrique, ISCOM, partout où nous regardons. Donc bonsoir et je pense qu'on va faire une émission. Merci. Vous allez adorer. Merci Dramé. À ma gauche, il y a mon frère, M. Mar Diop. M. Mar, bonsoir. Bonsoir, Moulay Bamba. Bonsoir. En tout cas, très heureux d'être là. Oui, merci. Vraiment, vous m'offrez vraiment une belle opportunité de partager vraiment ce parcours avec un ami, plus connu sous le nom de M. Dramé, qui a pas sa célébrité, sa notoriété, son engagement dans le travail, sa fermeté intellectuelle. C'est un énorme plaisir vraiment de partager vraiment ce parcours avec lui. Merci. Et vraiment, pour ce moment, je vous remercie du fond du cœur. Merci. C'est un plaisir d'être là, franchement. Permettez-moi de remercier Madame Aminata Fall, c'est ça, Monsieur Khan. Il y a une dame qui nous suit, Madame Fall, qui nous suit avec beaucoup d'intérêt et qui nous fait des critiques très constructives. J'aimerais quand même commencer par ces remerciements. C'est très important, les gens qui nous suivent et qui nous critiquent. Les retours, c'est important. C'est très important. Donc nous allons parler aujourd'hui de droit des transports. Vous savez, on a fait un grand débat la fois passée sur la distribution et on ne peut pas faire de distribution sans transport. Effectivement. Parce que c'est le transporteur. On va voir tout à l'heure la différence qu'il y a entre conducteur et transporteur. On dit même que le transport, c'est la logistique de distribution physique. C'est la logistique de distribution physique. Vous avez vu la fois passée que c'est très important. Il y a le rôle important que le transport assure en matière de distribution, d'acheminement des produits vers les consommateurs. Dans ce débat, nous allons dans un premier point voir l'objet et la raison d'être du droit des transports. Après cela, nous allons voir les sources de règles du droit des transports. Certainement, il y a des sources étatiques, mais également des sources professionnelles. Nous allons également voir le contrat de transport et voir enfin les conventions nationales et internationales en matière de droit des transports. Nous sommes à One Nation, débiterie et restaurant. Merci pour ce service. Monsieur Khan, je vous invite. Et juste, peut-être juste pour ajouter qu'on a pris, on vient juste d'enlever nos masques. Donc on a pris toutes les dispositions nécessaires donc, pour faire cette émission. Les gels sont là. Oui, tout est là. Donc, la température a été prise. Effectivement. Voilà. C'est vrai qu'on devait porter les masques, mais je crois que c'est toléré non, en matière de droit. En matière de droit, ça va passer. Merci. On va d'abord commencer par le droit des transports. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de droit des transports, monsieur par respect, je vais laisser la place à mon ami juriste. Peut-être que je vais parler un peu de transport. Oui. Et laisser mon ami et frère juriste, mon éminent juriste, le droit des transports. C'est ça. Donc, très bien. Donc voilà, allez-y. Je pense que l'idéal serait de parler peut-être un peu de la notion de transport. Allez-y. Maintenant, après, on va venir maintenant sur la réglementation. Donc, je vous donne vraiment l'opportunité vraiment de parler des transports. Et moi, je vais sur les règles, donc si vous voulez. Voilà. Donc, je parle un peu de transport. Oui, je vous laisse vraiment parler et moi, je vais sur les règles. Très bien. Alors, on y va. Allez, monsieur Dramé. Alors, pour revenir sur la notion de transport, vous savez que tout tourne autour de la logistique. La logistique, c'est la science de la logique, la science de l'organisation des systèmes. L'activité des transports est un des maillons de cette chaîne logistique. Et le transport, bien sûr, est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique. Tout à l'heure, M. Laibabasek a parlé de distribution. Mais le transport joue un rôle fondamental dans la logistique. Pourquoi? Parce que c'est un transporteur qui permet de relier les unités de production entre elles, mais aussi d'assurer ce qu'on appelle la rencontre physique finale entre le client et son produit. Là, on parle de logistique de distribution physique. Alors, le transport est une activité du secteur tertiaire. Sûrement après, M. Diomar viendra sur la notion de qualité de professionnel du transporteur. Vous parlez un peu peut-être de ce qu'on appelle la prestation de service du transporteur, bien sûr. Alors, vous savez que la vie quotidienne est rythmée de part en part par le déplacement quotidien d'hommes et de femmes.
pour vaquer à leurs occupations. Le transport est un besoin entre guillemets naturel. Parce qu'après le manger, le boire, le dormir, mais automatiquement c'est l'activité de transport qui vient. C'est pourquoi on dit que le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des biens ou bien des marchandises qui sont séparées par la distance. En matière de transport, la distance est un obstacle. Et c'est cet obstacle-là que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire dessus. Maintenant, quand on parle de transport, on pense souvent aux 5 modes classiques, à savoir le routier, le ferroviaire, le fluvial qui forment les transports terrestres. Ensuite, il y a les 2 géants, à savoir le maritime et l'aérien, bien sûr. Alors, il y a toujours une part importante que jouent les transports dans la formation du produit intérieur brut. Je m'explique. En d'autres termes, il y a toujours une interdépendance entre activité des transports et activité économique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a progrès dans les transports, ça entraîne un développement économique. Et à chaque fois qu'il y a progrès dans l'économie, ça entraîne un accroissement du volume des transports. Donc il y a toujours une interdépendance entre activités des transports. Et pendant la pendant la crise du Covid-19, comment les transports sont comparés de façon globale? Il y a eu baisse ou hausse? Mais il y a une baisse significative du transport. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le transport est un déplacement. Oui. Le transport est défini comme étant toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B. Maintenant, moyennant rémunération. Moyennant rémunération. Maintenant, après le juriste, le caractère onéreux du contrat de transport. Évidemment, vous avez raison. En tout cas, attention, il est tout le temps dans les bagages. Oui, c'est ça. Donc, dans la phase, vous savez que la phase de déplacement est souvent la phase la plus compliquée. Et c'est la raison pour laquelle le transport aussi faisait partie des aspects les plus vulnérables de la transmission du Covid-19. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, on a coulé les avions au sol, on a immobilisé les navires à quai, on a aussi immobilisé les transporteurs pour éviter les déplacements, parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement, il y a un risque de contagion. Le virus se déplace. Effectivement. Et actuellement, si on doit parler que de transport aérien, mais beaucoup de compagnies aériennes actuellement sont à l'agonie. Ils sont à l'agonie. Il y en a qui ont même abandonné leur parc. Hier, j'ai entendu que British Airways a abandonné son parc de quoi 20-25 Boeing 747. Air France vient d'arrêter l'exploitation de ses Airbus A380. La compagnie aérienne australienne Qantas vient de polluer beaucoup de ses avions et vient de supprimer beaucoup d'emplois. Donc l'après-Covid sera extrêmement difficile pour les compagnies aériennes, comme l'IATA l'a dit, comme aussi l'OACI l'a dit. Donc c'était juste une brève approche sur la notion de... C'est très important, merci. Bon, je crois qu'également dans ce live, étant donné qu'on parle de droit des transports, nous n'avons pas touché au droit maritime. Parce que le droit maritime, c'est un droit assez spécial. Assez devant, un peu différent du droit des transports. Même s'il y a des implications, interférences, interprétations, mais tout de même, chacune de ces deux matières garde son autonomie envers l'autre. Très bien. Donc, évitez donc de faire l'amalgame et la confusion. Merci beaucoup. Très bien. Michel Martin, on y va directement. Donc, de quoi parle-t-on ici lorsqu'on parle de droit des transports? Tout à fait. Je vous remercie de votre bien exposé. Mais tout ça a besoin du droit aussi. Le droit, il est inévitable. Le droit, il est incontournable. Se passer des droits, c'est créer une dose d'anarchie dans le transport. Le plus fort va écraser le plus faible. Vous serez de l'anarchie, du désordre. Parlons de plus fort et de plus faible. Entre l'usager et le transporteur qui est le plus fort. En plus, le plus fort, c'est le transporteur. Effectivement. C'est lui qui détient son engin. Absolument. C'est lui qui détermine le prix. Ça, c'est carrément différent de notre réflexion marketing où le client est le roi. Oui, on va baisser les masses. Non, mais attends, on a le client est roi, l'usager, que ce soit l'expéditeur ou bien le voyageur, c'est lui qu'on protège là-bas. D'accord. Mais c'est vrai, l'usager, quand on est faible en dehors, on est assisté, on est protégé. Très bien. Sinon, on risque vraiment de se faire phagocyter par la part la plus forte. Qui des fois a tendance à douter sa loi à la part du faible. Excusez-moi de vous avoir interrompu, on y va. Non, c'est vraiment dans le cadre, effectivement, vous l'avez dit. Non, mais c'est dans le cadre de la discussion. C'est le débat des transports. Aujourd'hui, on ne va pas se fixer des limites. Effectivement. On ne va pas délimiter notre matière. Merci beaucoup. Si des réflexions portant sur le droit du transport, de manière générale, oui, c'est ça. donc il n'y a pas de transport sans droit. Merci beaucoup. De manière inévitable, le droit est omniprésent, omnipotent, omniscient pour réguler la vie des affaires. Sinon, on va s'enliser dans l'anarchie, dans le désordre, dans le laisser-faire,
il y aura des dérives, des dérapages, des excès. Où vraiment le plus fort risque vraiment d'écraser les plus faibles. On l'appelle abus de pouvoir, abus d'autorité. Mais il faut que force reste à la loi. C'est pourquoi la loi est là pour rappeler les hommes à l'ordre. Car tout homme est le pouvoir est porté à l'abuser. Il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Voilà la raison d'être du droit des transports. Ce droit est né uniquement pour rappeler les acteurs à l'ordre. Voilà le premier, voilà l'interdit. Il ne faut pas franchir la ligne rouge. Je dois vous rappeler à l'ordre. Sinon le plus fort va mater, va écraser, va piétiner, phagocyter le plus faible. Donc il faut du droit pour humaniser. Il faut du droit pour assainir. Il faut du droit pour apporter un minimum de transparence, de traçabilité dans les vies des affaires. Tout à fait. Voilà ce qui explique aujourd'hui vraiment la raison d'être du droit du transport, qui se définit comme étant un ensemble de règles destinées à étudier les opérations de transport, entendues au sens des actions par lesquelles se trouvent organisés les déplacements des personnes et des marchandises. Donc, il faut du droit pour rappeler le mode à l'ordre. Il y a des obligations, à partir de cette définition, il y a des obligations qui vont poser à la charge des répartis sur le tête. Comme il dirait, l'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête. Dès l'instant que le contrat est né, validé, il paye sur le transporteur une obligation de résultat, une présomption de responsabilité. Car on lui confie la chose d'autrui. Il doit se comporter comme si la chose était sa propriété. De bonne foi, de manière loyale. Un bon père de famille. Un bon père de famille. Et je vous renvoie à l'obligation du due diligence. Du due diligence. Du due diligence, se comporter comme si la chose était ma propriété. De bonne foi. Et en cas de force majeure? En cas de force majeure, mais pour qu'on puisse parler de force majeure, mon ami, il faut qu'il y ait la réunion au moins de 3 éléments ou 4 éléments. Le caractère imprévisible, imprévisible, insurmontable. le caractère insurmontable, le caractère illisible, le caractère extérieur. Mais attends, je vous comprends, excusez-moi. Le plus souvent, il faut qu'on règle le détail une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que si Laïbabou est un juriste, ou bien si Laïbabou est un logicien, ou bien si Laïbabou est un mécanicien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on règle ce débat aussi. J'ai tout été au bon début. Donc, en cas de force majeure, qu'est-ce que ça doit prévoir? Bon, en cas de force majeure, si les éléments, mais faut-il que les éléments de la force majeure soient réunis? D'accord. Il faut que la personne qui convoite, qui sollicite la force majeure comme étant une cause libératoire, une cause qui peut disculper, innocenter la personne, faut-il que la personne puisse réunir les éléments de la force majeure, à savoir le caractère imprévisible, le caractère insurmontable, le caractère irrésistible, mais le caractère inopiné et extérieur à la volonté de l'enfant. Il aura tout fait, éviter l'événement et ses conséquences, mais le mal s'est produit malgré sa due diligence. Très bien, très bien. Si vraiment ces conditions sont réunies, il est exonéré, il est dédouané, il est disculpé, il est innocenté de toute responsabilité. D'accord. Mais il faut évidemment que ces forces-là soient réunies en amont. Très bien. Monsieur Dramé, on va maintenant parler des sources des règles du droit. Oui, peut-être, bon, peut-être pour ajouter un peu à ce que le professeur vient d'exposer d'une manière très claire et précise, avec aussi la participation de notre nouveau juriste Abdoulaye Bambasek. Donc je pense que, parce que ce débat-là, ce débat il est important. Pourquoi? Parce que M. Diop et moi, on a l'habitude d'avoir pratiquement les mêmes classes, les mêmes étudiants. Et je dis souvent une chose. Le professeur de logistique ou bien d'ODGM, organisation des transports, gestion des moyens, et le prof de droit des transports sont dans l'obligation de tirer dans le même sens. Pour la clarté des explications. Parce que personne ne peut aller sans l'autre. Ce que je dis, M. Madiou va le répéter. Ce que M. Madiou dit, on a un dessin commun. Voilà, on a un dessin commun. C'est pourquoi le débat d'aujourd'hui, c'est aussi pour apporter beaucoup plus de clarté à nos chers étudiants qui sont en transport et logistique, qui nous regardent partout dans le monde. Monsieur Laïbambe, c'est que je pense que vous nous regardez depuis Tchad, depuis Yamena, depuis les Comores, depuis Big Up à tout ce qui nous regarde, depuis Casablanca et Rabat, sans oublier ce qui nous regarde depuis Nice, Paris, tout ça, etc. Alors, juste pour ajouter un point de ce que M. Diop a dit, il a très bien dit que le droit des transports est une discipline juridique qui vient protéger la partie faible lors de la négociation, de la conclusion et de l'exécution du contrat de transport. La partie faible n'est rien d'autre que l'usager. Le transporteur est la partie puissante. Et les transporteurs ont tendance à dicter les règles du jeu dans le contrat de transport. Maintenant, le droit des transports vient protéger la partie faible en lui accordant ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve, au plus de la partie faible. Très bien. D'accord. Le transporteur doit
prouvé que lui-même, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'événement, dommage, dégâts, avaries, vol et ses conséquences. Très bien. Sinon, sa responsabilité devient automatique. M. Diop a parlé d'obligation de résultat. Le transporteur doit, coûte que coûte, déplacer les personnes ou les marchandises du point A au point B sans aucun dommage. Sinon, sa responsabilité devient automatique. Maintenant, c'est une présomption légale, simple et non irréfragable. Il a la possibilité de se dédouaner en apportant une preuve contraire. Absolument. Mais la loi a limitativement fixé les causes d'exonération du transporteur. Vous avez parlé de, très bien parlé même de cas de force, qui est une situation imprévisible, irrésistible, insurmontable, extérieure, inopinée, rendant l'exécution d'une obligation de résultat impossible. La faute de la victime est le vice propre de la chose. C'est-à-dire la marchandise en elle-même. C'est détruit. Un défaut interne. Oui, même la famille de là, le marché n'a pas disposé à se dégrader. En cours de route. Anomalie inhérente à la chose. Inhérente. Par exemple, vouloir transporter du beurre dans des conditions climatiques. Le transporteur a pris toutes les mesures nécessaires, mesures conservatoires, mesures de conditionnement, mais malgré cela, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Au moins, il a affiché sa bonne foi. Merci beaucoup. Toute sa loyauté, toute sa détermination de vouloir sauver le voyage. Mais malgré ça, également, le mal s'est produit. Mais quand vous parlez, ça vous coupez, quand vous parlez effectivement de la responsabilité, chez les Latinos, on parle d'actori incombit pour bâtir. Merci beaucoup. Actori incombit pour bâtir. La charge de la pomme incombe à la personne qui s'estime lésée dans ses droits et n'a qu'à apporter la preuve de ses allégations. Très bien. Ici, à l'espèce, la victime peut être l'ayant droit de la marchandise. Le propriétaire, le détenteur. Mais si vraiment il estime qu'il y a une avarie, dégradation de la marchandise, il n'a qu'à apporter un lien de cause à effet entre la faute commise par le transporteur et les dégâts que la faute a engendrés. D'accord. Et c'est à lui d'apporter toutes ces preuves. Absolument, on a actori incombi pour bateau. C'est le principe. Mais le principe peut être renversé. Si jamais le monsieur arrive à apporter un argument contraire qu'on appelle le cas du transporteur pour se dédouaner. Mais le principe, ça pèse qui? C'est la personne qui s'estime être lésée dans ses droits, à qui on lésée, préjudiciée, endommagée dans ses droits, à qui on demande d'apporter la preuve de ses allégations. C'est mais s'il arrive maintenant à démontrer la faute. Et qu'est-ce que la faute? Il faut la définir. Effectivement. Qu'est-ce qu'il fait, prof? Peut-être pour apporter une petite la faute d'abord. Une petite précision, peut-être. La Convention de Bruxelles, en droit maritime, est la limite. La Convention de Bruxelles est l'exception. Absolument. À cause de l'exception. L'exception. Absolument. Peut-être qu'on aura l'occasion, peut-être, la dit tantôt, de glisser un peu sur le droit de la mer. Vous savez, ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est un autre débat. Le droit de la mer est trop là. Mais la faute, c'est défini comme étant un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit. D'accord. Autrement dit, un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit. Très bien. Je vous donne l'exemple d'un transporteur maritime envisage de faire une expédition maritime, mais qui au départ n'a pas pris le soin, la diligence de prendre l'information météorologique. Parce qu'à la mer, elle est indisciplinée, si je peux le conférer, des quelques humaines. Elle est capricieuse. Effectivement. Elle est nature diverse. On avait dit, il y a 3 sortes d'hommes. Les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Donc ça veut dire que ça confirme la particularité de la mer. Donc raison pour laquelle les éléments de la mer avec le commis. Prof, alors on dit que la mer est indisciplinée. Oui. Pourquoi non, Cheikh Ibrahim pour son excellent live sur les assurances transport. Je me rappelle de son excellent live sur les. Effectivement, M. Bonsoir. Effectivement. Et on profite de l'occasion pour saluer tous nos collègues qui sont de passage sur le événement. M. Boucha Bakan, M. Yoro Chiberwad, M. Mohamed Labi Sano, Elaï Ibrahim Nia, M. Gabou Fall. Ils sont plus de 170 depuis le début du Covid. 170, depuis le début du Covid. N'oublie pas M. Mokhtar Cham, l'ami de l'AFM. Merci, on y va, M. Dramé. Donc, on va attaquer un peu les peut-être pour terminer au point, parce que là j'étais dans les cas classiques d'exonération. Les cas généraux, les cas généraux du moins, car force majeure, vice propre de la chose, faute de la victime. Mais après, il faut savoir que dans les conventions internationales applicables en matière de transport, il y a des causes d'exonération particulières pour chaque convention. Mais les 3 que j'ai cités, c'est les causes d'exonération quand même. Général. Les plus récurrentes. Quand on va
exemple, dans la convention de Hambourg, on retrouve le transport apporté. Ça, c'est des causes d'exonération particulières. Absolument, tout à fait. Les éléments vivants, tout à fait. Les sources et là, Bruxelles a même oublié d'intégrer le transport des éléments vivants dans son domaine d'intervention. Voilà. Et c'est oublié cette omission à Mais prof, excusez-moi, si on doit entamer le débat Bruxelles-Hambourg, excusez-moi, on va circonscrire le débat. Oui, il le faut. Je m'en excuse. Donc, pour des raisons de délimitation, il faut qu'on écoute. Bamba, si on a tout à Bruxelles-Hambourg, Bamba, il faut rappeler la loi. Il faut que je régule un peu le débat là. Il faut le réguler. Les sources de droit, monsieur, les sources de droit de transport. On avait parlé tout à l'heure de sources étatiques et de sources professionnelles. Et là aussi, je voudrais apporter une petite précision. Les sources sont plurielles, elles sont multiples. Mais vous l'avez tellement bien délimité ici. Ici, il est question de parler des sources étatiques et des sources professionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres en sources faisant fi des sources internationales. Effectivement. Et des sources communautaires. Effectivement. Il y en a énormément. On en a énormément. Mais si le professeur a délimité, les sources internationales ne sont pas des sources étatiques ou supranationales. c'est des sources qui ont une valeur supérieure aux sources étatiques. C'est des Supranationales. conventions, c'est des traités. Après les supranationales, des sources étatiques, c'est des infranationales. D'accord. Il y a infra, il y a supra. Effectivement. Et quand il y a conflit, entre deux formes de sources, on va trancher à faveur des sources supranationales. D'accord. Ils prennent le dessus sur les sources infranationales. Les lois internationales prennent toujours le dessus. Sur les droits nationaux. Une fois signé, ratifié, promulgué, appliqué par les signataires, ont une valeur supérieure aux lois nationales. Très bien. Merci pour les termes signé, ratifié, promulgué. Entré en publié même. Ok. Parlons des sources étatiques d'abord. Oui, d'accord. Ah bon, pour ceux qui sont... Mais est-ce que étatique veut dire national? Les sources étatiques, Oui. c'est-à-dire que quand Est-ce qu'on on... peut Oui, utiliser le même? Oui, d'accord, moi je peux quand même en faire une assimilation. D'accord. Qui est une source étatique, des sources internes, des sources nationales, pour opposer aux sources internationales ou communautaires. Mais traditionnellement, chez nous, quand on parle. Donc la source nationale régule seulement les transports à l'intérieur du pays. Interne. Aussi bien en maritime, aérien, ferroviaire et terrestre. Dans le cas du transport maritime, on a le code de la marine marchande, de 2002, qui s'applique en matière de transport maritime, appelé cabotage national. 16 août 2002. Oui, c'est sur 2002, c'est la précision. Appelé cabotage national, transport de courte distance. Dakar-Gorée, Dakar-Casamance. La ligne marchande qui est applicable, c'est le code de la marine marchande qui s'applique. Si l'objet n'a pas franchi la frontière, si l'objet n'a pas pulvérisé la frontière, si la qualification de contact est interne, l'application revient de droit au code de la marine marchande, mais en matière maritime. En matière aérienne, professeur, c'est le code de l'aviation civile 12 décembre 2002. qui s'applique à la matière. Donc le transport. On étudie au niveau des sources étatiques. Donc le droit qui s'applique sur la liaison maritime Dakar-Ziguinchor est différent du droit qui s'applique sur un vol JAS. Absolument. Dans la phase maritime, Professeur, le code de la marine marchande. Très bien. Dans la phase aérienne, code de L'aviation civile. Mais dans la phase ferroviaire, Dans la phase ferroviaire, c'est quel code? loi du Non, 13 le juillet COC même. relative à Et je la vous troisième parle partie du COC. Le COC, code des obligations civiles et commerciales que d'accord. gouvernent le transport ferroviaire, Effectivement. fluvial et le transport des personnes. Ensuite, le transport routier de marchandises et le transport routier de personnes, c'est pas le même texte. Absolument, tout à fait. C'est pas le même texte. C'est pas le même texte. Donc, on parle du même mode de transport. Merci de votre pertinence. Très bien. Je suis cette présidence. Il y a une l'ordre qu'il faut éviter aussi. Mais j'allais venir à ça parce que je voudrais juste commencer depuis le commencement. Parce que dans ces sources-là, Mais quand même, professeur, je voudrais que vous me permettez d'apporter une petite précision en parlant des sources caractères. Je ferai d'abord allusion aux sources classiques. À savoir, la Bamba, la Constitution d'abord. La Constitution. Elle est interne, c'est ce suprême sacré. La mère des lois. La mère des lois. Inviolable. Il y a la loi. Il y a le règlement. Il y a la jurisprudence. Il y a les doctrines. C'est un peu la subordination hiérarchique des normes. La norme inférieure doit se conformer à la norme supérieure. Mais du point de vue particulier, en parlant du droit des transports communs, on fait appel au COCC. effectivement, De manière inévitable. D'accord. Pour régir la matière, de manière technique, de manière particulière, on fait appel aux règles du COC pour gouverner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les transports des personnes, transport ferroviaire, transport fluvial, mais il a ses limites. Depuis l'avènement de l'OADA, voté à Yaoundé en 2004, l'OADA a supplanté à la matière le COC. C'est l'OADA qui garde la primauté, la prééminence
l'hégémonie, en cas de conflit entre l'ORDA et le COC, forcément, on va trancher à faveur de l'ORDA à raison de son caractère supranational, une norme communautaire, par la justice, une norme nationale. C'est une petite précision que je faisais. Très clair. Très clair. Une petite nuance. Très clair. Quand on parle de source étatique, il ne faut jamais oublier la Constitution. Effectivement. C'est des sources classiques. Ouais. Mais comme notre matériel spécial, c'est démarquant du droit commun, c'est des matières spéciales, ça fait obligation de parler de droit du COCC, de parler de l'ORDA. C'est privé, on a construit des publics. Très bien. Des publics. Donc il ne fallait pas seulement comme un peu. Merci pour cette précision. Monsieur Dramé, les sources étatiques, les Oui, sources. j'en allais venir les sources professionnelles. pour confirmer ce que le prof a dit. Si je prends l'exemple, si j'essaie quand même de commencer depuis le début. Parce que tout à l'heure, le professeur a parlé de deux textes extrêmement importants. La Constitution. L'uniforme de l'OADA, le COCC. Parce qu'il faut savoir une chose. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle une unicité de juridiction. En France, Formidable. une dualité de juridiction. On a le code civil de 1804 qu'on appelle le code Napoléon. Et le code de commerce de 1807. Voilà. Maintenant, si je prends l'exemple des transports maritimes, exemple, les sources du droit des transports maritimes, on les retrouve, prof, si on peut remonter depuis l'Antiquité grecque. L'Antiquité grecque, chez les Romains. Oui, chez les Phéniciens. Ensuite, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Le consulat de la mer et l'ordonnance de la marine du juge Colbert de 1681. Mais les textes qui gouvernent, parce que vous savez, au Sénégal, à chaque fois qu'on parle de textes, il va falloir quand même qu'on retourne dans les textes français. Dans les textes français, on peut pas les lire. Mais attention, professeur, là aussi, pour ne pas, je vous coupe même pas la parole, même les Français aussi, c'est revendique la paternité, mais le droit, il est romain. Romain. L'activité commerciale, elle est romaine. Oui, je suis d'accord. À l'époque, on n'écrivait pas. Oui. Ce sont les Français qui ont vraiment l'intelligence de codifier. Effectivement. Ils n'ont fait que plagier d'un coup. Les Romains étaient Phéniciens. Aujourd'hui, c'est revendique. Je suis d'accord. Ils revendiquent la paternité. Non. Le droit commercial, Oui. le droit de se faire à deux jours en Italie du Nord. Effectivement. Mais prof, je parlais de l'écrit. L'écrit, oui. C'est là où les Français ont été intelligents. Absolument, voilà. Mais regarde, les Égyptiens ont été les plus brillants au monde. Mais ils ont écrit. L'écrit. Les Français. Napoléon a codifié le code civil. D'accord. Napoléon, l'histoire est orale. Voilà. C'est l'oralité, hein. Voilà. Maintenant, nos textes-là, code de la marine, marchand, code, mais viennent tous des textes français. Absolument, tout à fait. Parce qu'en France, il y avait une unicité, dualité de juridiction, code civil, code de commerce. Mais nous, on a unifié les deux textes pour avoir le code des obligations civiles et commerciales qui réglementait. On a fait la combinaison. Voilà. Qui réglementait tout ce qui était activité de transport terrestre. D'accord. Mais arrivé le 17 octobre 1993, 16 pays africains ont décidé d'uniformiser le droit commercial. Ils se sont retrouvés à Port-Louis, île Maurice, où ils ont signé le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Maintenant, dans cette organisation, il y a 8 actes uniformes. Nous, transporteurs, c'est le 8e et le dernier qu'on appelle la UCMTR, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, qui a été signé le 22 mars 2003 et qui est entré en application le 1er janvier 2004, et qui réglemente le transport routier de marchandises à l'intérieur des États signataires et entre les États signataires. Mais pour cela aussi, il va falloir apporter aussi une dose de clarté. Oui. Quand on parle d'uniformisation, l'uniformisation est différente de l'harmonisation. Oui. Si l'uniformisation est acquise, l'harmonisation pose problème. Tout à fait. Elles sont des failles dans l'ORDA, les États de l'ORDA. Vous avez parfaitement raison. Ah, mais oui. Vous avez parfaitement raison. L'ORDA a ses limites, a ses failles, a ses faits, a ses cicatrices et a ses devoirs Effectivement. à purger. C'est pourquoi le COC n'est pas abrogé. Il est resté une loi subsidiaire. Toujours d'actualité. Toujours actualisée au saguet. Chaque fois qu'il y aura des limites montrées au niveau de l'ORDA, c'est lui qui peut combler par le COC. Mais la primauté, la prééminence est accordée à l'ORDA, mais le COC garde ce qu'on appelle une règle subsidiaire qui fait un appui au cas où l'ORDA montrer ses limites. Effectivement. Donc, complémentarité. Effectivement. Donc, c'était grosso modo les sources concernant les sources étatiques. Oui. Prof, si vous avez peut-être. Et pour les sources professionnelles? Oui, pour les sources professionnelles aussi. Oui, vous voulez, Oui, les sources professionnelles, souvent, c'est les règles qui ont été signées et qui ont été négociées entre partenaires du commerce, partenaires des transports. Je prends l'exemple des conférences maritimes.
En transport maritime. Regroupement d'armateurs, les armateurs, c'est les transporteurs maritimes. Max Line, CMA CGM, China Shipping, etc. Pour une exploitation commune des lignes maritimes. Éviter de se faire des concurrences, etc. Réglementer quoi, entre eux. Si en transport aérien, là, il y a l'exemple des alliances aériennes. Et quelle est la part, quelle est la part de l'usager dans tout ça? Si on laisse les armateurs faire c'est ce que prof a dit. Quelle est la part de l'usager dans tout ça? Il y a aussi ce qu'on appelle des attentes ici. Mais l'entente est illicite, la illicite. C'est de la concurrence déloyale. Anti-concurrence, c'est la concurrence déloyale. Au début, mais moi je vous dis qu'on peut apporter une dose de précision en parlant des sources professionnelles. Mais quand on dit sources professionnelles, ça renvoie aux usages. Aux usages, ça renvoie aussi aux habitudes. Il y a une sorte de marge de manœuvre accordée aux partis, nous permettant même de contrôler des fois la loi. En cas de silence de la loi, par accord, par consensus, par concordat, on peut arriver à s'entendre. Et je vous renvoie à la clause paramount. Je vous renvoie à la clause compromissoire. La clause. Le compromis. La liberté des partis. La possibilité des partis de recourir à une convention avant même la naissance du litige. Absolument. Et là, c'est la phase préventive qui permet aux partis, par une alchimie, leur permettant de désigner l'arbitre à qui ils vont quand même déférer leur contentieux, le jour où il y aura contentieux. Mais on l'appelle la clause compromissoire. Là, en amont, appuyé et non a posteriori. Le compromis. Le compromis. Une mesure a posteriori. C'est un peu la montagne après le dîner. Les messieurs après la mort. Donc la clause, la meilleure, c'est la clause compromissoire qui permet de choisir un arbitre avant même la survenance de contentieux pour pouvoir mettre à genoux la vie des affaires. Absolument. Mais, il y a un mais aussi, c'est important. C'est vrai que si rapide soit-elle cette procédure permettant de confier l'affaire à l'arbitrage, mais l'arbitrage c'est faille. C'est suffisance. C'est rapide, c'est moins cher, c'est moins coûteux. C'est moins cher, c'est moins coûteux. Ça permet de préserver le cycle des affaires. Les ça, c'est là ma famille. Mais des fois, la santé arbitrale manque de coercition, manque d'astreinte, manque de contrainte. Et ça fragilise la santé arbitrale. Une des parties est jugée perdante, déboutée de son action, effectivement, se sentant lésée, peut la rejeter. Et il y a un problème. Donc on sera même obligé maintenant de saisir la justice étatique pour combler les failles, les manquements, les exigences, les devoirs manifestés par l'arbitrage. C'est vrai, moins cher, moins coupé, confidentiel, mais des fois manquant de contraintes, manquant d'astreinte. Parce que souvent les partis évitent les juridictions étatiques à cause de leur lenteur. C'est pourquoi ils essaient de confier ça à des arbitres, c'est beaucoup plus rapide, etc., Mais souvent, comme le professeur l'a dit aussi, quand il y a souvent une personne se sent lésée par l'arbitrage, il va falloir recourir souvent aux autres juridictions. Malgré cette lenteur, il y a la complexité de la procédure. C'est complexe, trop complexe. Pour un novice en la matière, quelqu'un qui ne se connaît pas, il va se perdre. Effectivement. Non seulement il y a la complexité, il y a la chérité, il y a la lourdeur. Tout à fait. Ça peut vraiment décourager les plaignants. Effectivement. Le procès est public, il n'est pas privé. Le commentaire est libre. Ça peut tenir l'image de marque même, mais c'est des parties. Qui demain pour se retrouver. Donc l'une des forces de l'arbitrage, ça veut dire que ça c'est là en famille. Ça permet de préserver le secret des affaires, la confidence des affaires. Mais cette maladie doit être soignée. Il y a une maladie, après un diagnostic. Il y a le patient, mais il y a le médecin. Absolument. Qui doit vraiment apporter quelque chose par rapport au mal qu'on souffre. Absolument. Le mal. Il faut forcément saisir la justice étatique. Et là, le juge étatique va rendre une ordonnance, appelée ordonnance d'exéquatur. Laquelle ordonnance va rendre opposable la santé arbitrale à la partie jugée réticente. Donc il y a une manière de corriger les failles, les exigences de la clause de bon sens, les exigences de l'arbitrage, en passant par la justice étatique. Absolument. Merci, professeur. Je rappelle que je reçois M. Mario et M. Khalifa Ababakadramé et aujourd'hui nous traitons de droit des transports, le grand débat sur le droit des transports. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit,
les sources de droit sont essentiellement au nombre de deux. Nous avons les sources étatiques et les sources professionnelles. Et les sources étatiques, on les subdivise également en loi nationale et en conventions internationales. C'est bien cela, professeur? Oui, oui, tout à fait. Voilà, voilà. En parlant des dossiers internationaux, comme vous l'avez dit, mon ami, c'est des conventions internationales. Et là, forcément, on sera amené de parler de Bruxelles. Oui, tout à fait. Bruxelles est une source internationale. Ouais. Convention, la plus vieille des conventions. C'est Il là- gouverne le transport maritime. là, c'est- 1924. On dit même Application que- 1931. On dit même que c'est Là, je suis un peu mon ami. Hein. c'est Bruxelles qui a réglé le problème. Parce que prof, le document qu'on appelle aujourd'hui connaissement, Oui. il a vu le jour en 1924. À Bruxelles. C'est pourquoi la convention de Bruxelles, on l'appelle Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissement. Ouais, ouais, Signé à Bruxelles le 25 août 1924, entré en application le 2 juin 1930. Mais pour vous, avant le connaissement, on parle de connoissement. Convention. Connoissement, l'exposition. Et puis, Voyez, prof, autre chose. avant même Bruxelles, on parlait de la convention de Hatch Act. Oui, mais là, Qui a- j'allais qui a- venir à ça. qui a- Tout à l'heure, quand j'ai je parlé me suis- de l'antiquité grecque, Après, je vous ai laissé la parole. Mais j'allais venir au au consulat de la mer, oui. les codes d'Oléron, etc. Parce que, prof, Mais c'est profond, c'est profond. voilà, c'est Ça va être profond, c'est c'est profond. profond. Mais il faut C'est savoir que profond. prof Abi dit que c'est la convention de Bruxelles en 1924 qui a unifié les règles en matière de transport maritime. Pour la première fois, Oui. les États sont retrouvés à Bruxelles en 1921. Mais ils n'étaient pas encore d'accord sur, comment dire, le fond. Il y a la forme, il y a le fond. Voilà. Et Ouais. c'est 3 ans après qu'ils se sont retrouvés à Bruxelles Ouais. pour signer cette convention. C'est pourquoi à Bruxelles, on l'appelle la convention armatoriale. Mais Professeur, il y a quel mot Professeur aussi. Armatoriale. Il y a armateur. Il y a armatoriale. Voilà. Mais professeur ici, il faut faire la différence entre la signature et la ratification. Oui, j'en viens à ça. J'en viens à ça parce que C'est important. quand ils ont signé la convention de On va Bruxelles, quand même progresser. cette convention a été signée et ratifiée par les grandes puissances internationales. Très bien. Maintenant, ce que le prof vient de dire, c'est important. De manière Un très- État, une convention n'est pas applicable à un État tant qu'il ne l'a pas ratifiée. Absolument. Même s'il l'a signé dès le départ. Je prends l'exemple. C'est la conformance de la signature. C'est très bien. Voilà. Et tant qu'on ne l'a pas ratifié, on n'est pas lié. On n'est pas lié. Effectivement. On n'est pas lié. Et puis, D'accord, très bien. c'est le nombre de ratifications Absolument. Qui donne Qui fait qu'il faut. l'entrée en- Chez Rotterdam, Hein? chez Rotterdam, il lui manque Oui, le nombre de ratifications. mais effectivement. Raison pour laquelle il n'est pas encore applicable. Et 11 ans après, prof. 11 ans après. Et il faut combien de ratifications pour Je ça? prends l'exemple de la convention de Hambourg. Oui. La convention de Hambourg a été signée le 31 mars 1978. Elle est entrée en application mais 14 ans après, 1er novembre Après combien 1992. de ratifications? Parce que dans la convention, il a été dit, Mhm. la présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant, de l'année suivante, lors du dépôt du 20e instrument de ratification. C'est très bien dit. Bon. Hein? Oui, c'est bien Maintenant, dit. Non, c'est très bien dit. le 20e pays qui a apporté son instrument de ratification, c'était la Zambie. D'accord. Il l'a apporté le 7 octobre 91. On retourne à l'article. Oui. Le premier jour du 92. mois suivant, de l'année suivante. Très bien. C'est très clair. Hein. Ouais. Très bien, très bien. Rotterdam, la dernière convention qu'on a signée à Maritime, 23 septembre 2009. Mais au moment où on parle, il n'y a que 4 pays qui l'ont ratifié. Et ça, c'est une convention multimodale en opposition à la Cour de Bruxelles qui est une convention unimodale. Voilà, d'accord. Bruxelles et Hambourg sont des conventions exclusivement maritimes. C'est bien. Alors là, c'est Mais mieux comme prof l'a dit, Rotterdam Rules, Mhm. United Nations Convention to the contract of carrying goods wholly or partly by sea, also known as Rotterdam Rules, dated at Rotterdam, September 23, 2009. Convention internationale portant sur le contrat de transport de marchandises effectué entièrement ou partiellement. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et Merci. voilà. Merci. Bon, parlons maintenant de l'objet du droit des transports, monsieur Marc. Quel est l'objet du droit des transports? Je pense que dans notre débat, on a glissé Allez, sur allez, l'objet. allez, 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 Je pense qu'on a glissé sur Oui, l'objet en même on a vu temps. les La frais. protection des parties faibles. Ah, on a La fait de même. de la preuve. Mais quand même, de manière très sémantique, il faut savoir qu'est-ce qu'un objet. Oui, c'est important. C'est important pour ceux qui nous suivent. Oui, effectivement. L'objet, c'est ce quoi porte la matière. Voilà, c'est ça. L'objet, c'est ce quoi. Et je vous renvoie, professeur, aux conditions de formation du contrat de transport. Il faut 4 La pages. capacité, Juridique. le consentement, Consentement libre, l'objet et pas la la cause. C'est ça. Je vous arrête dans ce capitule. Très bien. Je- Chose à ne pas occulter. J'ajoute. Car il n'y a pas de contrat, ça c'est des mandats. Mais prof, pour le consentement, je vais juste prendre le consentement. Après, je vais Non, 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 allez-y, non, allez-y. L'article 652 du COCC dit, je cite, le contrat de transport est formé, donc conclu, dès que les parties s'accordent sur la marchandise à transporter ainsi que sur le prix du transport.
Donc le contrat de transport. Mais dans les La machine à transporter, c'est les verres. Oui. Le prix du transport, c'est 100 €. C'est le frais. Très bien, d'accord. Mais l'exception, oui, c'est la convention. Mais la Bamba aussi, oui, allez-y. La Bamba, l'objet aussi. Quel objet? L'objet doit être licite et non illicite. Effectivement. C'est important. Oui. L'objet du transport doit être licite. Comme on le dit souvent, la cause et l'objet doivent être licites. Absolument. Mais le concept de licitude. Licité, ça veut dire la licité. Oui. Tout ce qui est conforme, ça dépend du pays aussi. Ça dépend du Exemple, pays. on ne doit pas. Des mœurs, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Oui. Mais un objet, il est illicite car il est contraire à l'ordre public. Effectivement. Quand il est contraire aux mœurs. Je peux donner un exemple. Et là, c'est plus inutile de contrat. Je comprends. Je peux Le donner un exemple. consentement aussi doit être un consentement éclairé et non vicié. Effectivement. Absolument. Un consentement doit être librement donné. Il ne doit souffrir d'aucun vice. Comme le don. Consentement dolosif. Tromperie, l'erreur et la violence. Effectivement. Si le consentement est exprimé sur l'empire de la violence, du don ou de l'erreur, le contrat est nul et non avenu, inopérant, inexistant. Absolument. Très bien. Absolument. Effectivement, il y a même les vices du consentement. C'est pourquoi ça arrive toujours aux conditions de formation du contrat. Mais la capacité, c'est quoi encore? Les termes sont parlants aussi. Effectivement. On n'a pas le droit vraiment de prendre ça pour pourtant décortiquer, disséquer les termes. Oui, Que les mots sont parlants. Le droit, c'est un jargon. oui. C'est un délit. Il ne sait pas. Effectivement. Effectivement. Parce que la capacité, c'est quoi? C'est l'aptitude à avoir des droits et des obligations, mais être en mesure de les réaliser, de les matérialiser. Sans procuration, sans délégation. On exclut les mineurs. Le mineur. On exclut les majeurs incapables. Absolument. Mais là, je vous accompagne, il y a le majeur en curatelle et le majeur en tutelle. Le majeur en curatelle, il est sur le régime de l'assistance. Mais le régime en tutelle, il est sur le régime de la représentation. Consommation est beaucoup plus grave. Il y a deux mineurs aussi. Il y a le mineur émancipé et le mineur ordinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, professeur. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les éléments les conditions remplies pour qu'il y ait contrat de transport, les 4 éléments? Oui, je peux. Oui, c'est-à-dire que l'objet, il y a la cause, l'objet, la cause, d'accord. la capacité juridique, Le le consentement libre des deux le parties. consentement libre des deux parties. 4 conditions cumulatives et non alternatives. C'est-à-dire que l'absence de ces conditions entraîne l'existence. Aucun de ces éléments ici évoqués ne doit faire défaut. Sinon, le contrat restera orphelin d'un élément substantiel. Élément sur lequel le contrat ne peut pas prospérer. Il faut la conjugaison de la capacité, du consentement, de l'objet, de la cause. C'est quoi la cause? C'est le but recherché dans le contrat. C'est important. Il faut quand même pour les étudiants. La cause, je vais pas ajouter, C'est le motif ou le mobile là, le motif qui a poussé les parties à à vouloir contacter le pourquoi des choses. Effectivement. Et le but à atteindre. Le déplacement de la marchandise d'un point Le déplacement de Je pense qu'on surveille le chronomètre. Je pense qu'on surveille le chronomètre. Il y a donc la phase pré-contractuelle. Il y a le contrat. Le contrat voit le jour quand il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation. Quand les deux se rencontrent, on parle de contrat. Mais au niveau de la phase de la transaction, de la négociation, des pourparlers, du dialogue, de la concertation, on parle de phase pré-contractuelle. Là, le contrat n'est pas encore né, mais il est en phase de lettre. de gestation. Accord ou désaccord? Mais maintenant, prof, je vais vous poser juste une question. Oui, allez-y. C'est là qui doit poser les questions. Avec moi, Allez-y. prof, est-ce que la loi peut sanctionner un transporteur pour avoir promis de transporter des marchandises pour une personne, mais le contrat n'a pas encore été signé? La simple promesse de transport, est-ce que on peut promesse, est-ce que la promesse a une valeur juridique? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut régler. Ah oui, mais c'est ça de manière résumée. Non, non, pas forcément. Ok. C'est comme quelqu'un qui dit à une fille, je vous promets de vous marier. Oui. Mais rien ne me dit que je dois vous marier. Oui, mais prof, d'accord. Mais la promesse? Prof, je suis d'accord. Oui. L'Aïbaba doit expédier ses marchandises pour le compte d'un client qui se trouve en Corée du Sud. On connaît ici. D'accord. L'Aïbaba va à l'aéroport, contacte la compagnie Fly Emirates Cargo. Emirates lui dit, ok, j'ai un vol disponible pour lundi à 22h. C'est ok. L'Aïbaba contacte son client et lui dit que votre marchandise arrivera à l'aéroport Incheon Séoul plus tard le lendemain à 8h du matin. D'accord. Mais la compagnie rappelle l'Aïbaba quelques temps après. Mais s'il n'y a pas, s'il y a préjudice, attention. Là, est-ce que ça Si porte vraiment- pas préjudice? Le vol a été annulé. Mais Le vol a été annulé. attention, pas de cas de faussement ou quoi? Le vol a été annulé. Qui est vraiment la cause de l'annulation du vol.
Par exemple, il faut que l'État du Sénégal n'a pas ouvert ses frontières, par exemple. ah mais là c'est le cas général. Là, c'est le cas. Là, il n'est pas de mauvaise foi, il est de bonne foi. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'y a pas de contrat, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Professeur, Il y a une partie qui a été lésée. ouais, mais il faut prouver la lésion. C'est quoi la lésion? Mais Attention, attends. il y a lésion quand il y a déséquilibre contractuel. Effectivement. Mais s'il y a contrat, même d'abord. Mais il faut qu'il y ait aussi préjudice, dommage, économique ou moral à causer, à payer. Moi, s'il n'y a pas de préjudice, Mais s'il y a contrat d'abord. Le prof. il n'y a pas de contrat. Mais c'est ça Il que n'y je dis. a pas encore de contrat. C'est un engagement unilatéral. Je m'engage à vous déplacer la chose au cas où. Mais si elle arrive, effectivement, je n'y arrive pas, attention, vous ne pouvez pas me poursuivre. Mais ça peut léser l'expectateur quand même. Ah, de quelle nature? Préjudice moral. Financier. C'est la première fois que M. Sek, exportateur, négocie avec ce client-là. Ce client avait beaucoup de confiance parce qu'il a vu ses produits. Civilement, il peut être responsable. Il peut quand même, si le juge et puis le dommage est apprécié, c'est vraiment par le juge. La fixation, la détermination, l'indemnisation est fixée par le juge. Pour effectivement, de manière subtile, est-ce qu'il y a un préjudice moral du point de vue de sa célébrité? Parce que l'image de marque est est dégradée. Mais si vraiment le client aussi, mais aussi en droit, des obligations, la promesse n'a pas de valeur juridique. Oui, c'est ça, c'est déjà dit. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Je m'engage. C'est la sensibilité de la chose, c'est pourquoi j'ai posé la question. Oui, je m'engage à vous vendre ma maison. Au cas où je n'aurai pas d'enfant. Oui, mais prof. Profitez-en pour nous définir c'est quoi le contrat de transport rapidement. Oui, le contrat de transport, c'est un coup. Oui, c'est important. Le contrat de transport. Là, on vient glisser sur le contrat. On peut le définir comme étant un acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à déplacer d'une chose, d'un voyageur, d'un point A vers un point B, moyennant rémunération. Appelé fret ou rémunération, transport. On parle de fret en matière maritime, en matière aérienne. Très bien. Mais sans rémunération, il n'y a pas eu de contrat de transport. Très bien. Donc, on parle de gratuité, du bénévolat, mais le principe, c'est de porter à titre onéreux. Oui, là, après, on va qualifier le contrat de transport. Mais pour confirmer, juste ce que le prof vient de dire, le prof l'a ciblé d'une manière très claire, conformément à l'article 639 du COCC. Tout à fait. Parce que vous savez, dans le COCC, les articles 639 à 668 parlent exclusivement de transport. Très bien. L'article 639 définit le contrat de transport. L'article 668 parle de la prescription. Je vous ai même référé dans 639 pour définir. Mais effectivement, le prof l'a dit. Très bien. C'est un acte. Je n'ai pas déformé. Mais absolument. Absolument. Moi, il explique. Dans la définition du prof, M. Diop, je vais ressortir 4 éléments cumulatifs et non alternatifs. Très bien. Très bien. Très bien. À savoir, le déplacement. Il faut qu'il y ait des déplacements qui est l'objet principal du contrat de transport. D'accord. Et qui différencie le contrat de transport et le contrat d'affrètement. Maintenant, je laisserai M. Diop qui adore les affrètements. D'accord. Le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? Le déplacement, c'est l'objet principal du contrat de transport. Il consiste à faire parcourir un bien ou bien une personne d'un point A à un point B. D'accord. Ensuite, il y a la maîtrise de l'opération de déplacement par le transport. Mais là, la maîtrise, c'est évidemment d'anticiper sur l'éducation. Non, c'est bon, C'est bon, la maîtrise. La maîtrise des opérations. Oui, c'est-à-dire qu'on est entré dans le contrat de transport et on est entré dans les éléments constitutifs du contrat. Ah oui, on est vraiment au plus le contrat de transport. Ah oui. Donc la maîtrise du déplacement. Le transporteur. Ça veut dire quoi la maîtrise? Absolument. C'est-à-dire que le transporteur doit assurer ce qu'on appelle la direction technique et économique du déplacement. En d'autres termes, commercial et voilà. C'est le transporteur qui doit fixer ce qu'on appelle les éléments du déplacement. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle éléments du déplacement? Le point de départ. Absolument, professeur. L'horaire. L'itinéraire à emprunter. Les escales ou bien les arrêts si vous voulez. Et enfin le point de destination finale. C'est ça qu'on appelle les éléments du déplacement. Ça, c'est le transporteur qui doit le fixer et qui doit le maîtriser. J'en profite pour demander une question. Oui. Le transport régulier, quand dit-on le transport régulier? D'après ce qu'il a dit, je crois qu'il a parlé de transport régulier. Oui. La régularité du transport, c'est ce que fait Dakar Dem. L'habitude fait le métier. Oui. Le transport qui se renouvelle sans cesse. L'habitude fait le métier. D'accord. La constance fait le métier. Absolument. Donc ça, c'est le transport qui est carrément régulier. Il faut en faire activité quotidienne. Qui est différent du transport habituel. Alors, comme exemple, quand vous voyez une compagnie aérienne Delta Airlines. Oui. On sait qu'il quitte, excusez-moi, régulièrement, un point A vers un point B, d'accord, avec un itinéraire
On a de départ. Très bien. Habituel et fréquent. L'habitude fait le métier. Ça c'est le transport régulier. Oui. Et le transport à commande Le maintenant? transport à la commande, c'est le transport qui résulte de commun accord entre le transporteur et Comme le taximan et Merci l'usager. Donc, Très bien. en aérien, Mhm. je prends l'exemple des compagnies charters. Des jets On a privés. l'habitude de parler de charter, D'accord. mais c'est des compagnies charters. Charters. Transport à la demande, on les appelle aussi entre guillemets des avions taxis. Professeur, ok, c'est vrai, je voulais aussi Très bien. qu'on puisse revenir encore sur les éléments. L'économie. Non, non, je vais encore terminer. Ah ouais, Je vais encore terminer. ah ouais. Là, je dans les éléments du contrat de transport. Là, vous avez parlé de jet privé. Oui. Par contre, maintenant, là, Bamba, c'est là où on est dans le transport privé. D'accord. Ce transport-là, il est exclu de notre domaine d'application. Absolument, tout à fait. D'accord, ce qui nous intéresse, c'est le transport Pour des raisons de public. délimitations. Transport public régulier. Je voulais savoir la différence qu'il y a entre transport public et transport privé. D'accord. Le transport, il est du public. Lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué Sont deux personnes différentes. Très bien. L'un étant le transporteur, l'autre étant l'usager. Ça veut- Précision. Oui. Le transporteur peut être un professionnel du droit public comme un professionnel du droit privé. Je prends un exemple. Oui. Transport aérien au Sénégal. Air Sénégal SA est un professionnel du droit public. Très bien. Transair est un professionnel du droit privé. Pourtant, les deux, ils font du transport Tout à fait. Public. transport public. Très bien. D'accord. D'accord. Par contre, le transport privé, C'est clair. c'est le transport où le transporteur Et le et tra- l'usager l'usager. se confondent en une seule et même personne. Très bien. C'est exemple les véhicules de particuliers, Absolument. les jets privés, les yachts, Et les voitures d'entreprise. Et les camions d'entreprise. les camions d'entreprise pour les entreprises qui font Du transport. pour compte propre. Très bien. Mais pour c'est quand est-ce qu'on parle de transport mixte? Transport, Mixte. Transport mixte. oui, le transport mixte. Mais souvent, c'est le transport superposé qu'on appelle transport mixte. Très bien. Exemple, on parle de ferroutage et de méroutage. Il y a ferroutage lorsque des camions sont chargés sur des wagons ferroviaires. Mais il y a des wagons spéciaux qu'on Oui. appelle des wagons corbeilles, des wagons squelettes, des wagons poches. On parle de méroutage Message maintenant. lorsque des camions sont chargés sur des navires.